Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui concerne une partie de la physique, c'est l'optique géométrique, phénomène de réfraction de la lumière. Premièrement, propagation rectiligne de la lumière. Alors, en optique géométrique, on considère que la lumière se propage en ligne droite. Ces lignes droites sont appelées des rayons lumineux. Eh bien, cette considération, elle est basée sur un certain nombre d'observations qui ont été faites concernant le comportement de la lumière. Je vais donner quelques exemples. Alors, premier exemple, lorsque vous avez une chambre obscure qui contient des fenêtres, par exemple, une fenêtre de forme circulaire, une fenêtre de forme carrée, et que vous pulvérisez de la poussière de craie, eh bien, on constate que la lumière, en pénétrant par ces fenêtres, elle prend la forme soit d'un faisceau cylindrique si la fenêtre est circulaire, ou d'une forme parallélépipédique si la fenêtre est carrée. Eh bien, cette observation, il permet donc de croire que la lumière se propage en ligne droite et on donne à ces lignes droites le nom de rayons lumineux et on parle donc par la suite de propagation rectiligne de la lumière. On peut également faire une même observation lorsque il y a dans le ciel des nuages et le soleil donc qui se cache derrière les nuages. Bien également on peut constater à la sortie des nuages, entre les nuages, on peut constater la sortie des faisceaux de lumière qui justement se propagent suivant des lignes droites et que ça donne toujours l'idée que la lumière se propage suivant des rayons lumineux, des lignes droites appelées rayons lumineux. C'est donc toujours le cadre de la propagation rectiligne de la lumière. Bon, il y a d'autres observations. Bon, on s'arrête pour ces deux observations. Alors, cette idée de propagation rectiligne de la lumière était utilisée dans le cadre de l'optique géométrique. Elle a pu expliquer un certain nombre de phénomènes. Et parmi ces phénomènes, alors on va donner des exemples. Premier exemple, avant Jésus-Christ, 2 siècles avant Jésus-Christ, un philosophe grec, Ératosthène, qui vivait en Égypte, avait remarqué à Syène, Aswan actuellement, c'est une ville d'Égypte, à midi, le jour du solstice d'été, le soleil ne donnait aucune ombre et éclairait le fond des puits. Le même jour, à Alexandrie, une autre ville qui se trouve située plus au nord de cette ville Syène, eh bien, il a constaté que le soleil ne donnait aucune ombre et éclairait les fonds des puits, ça c'est à Syène, mais à Alexandrie, la ville qui est située au nord, eh bien, un obélisque qui est situé quelque part dans cette ville donnait une ombre dont on pouvait mesurer la longueur. Eh bien, en se basant sur ces deux constatations, il a pu élaborer donc une formule simple pour calculer le rayon de la Terre. Et c'était le premier donc qui a pu donner une valeur approchée du rayon de la Terre. Alors, constatez, 2 siècles avant Jésus-Christ, donc il n'y avait pas de technique sophistiquée. Alors, on peut, si vous voulez, résumer ces constatations par ce schéma. Alors, la ville de Syène, il est là. Donc, les rayons solaires qui proviennent du soleil situé soi-disant à l'infini, donc ce sont des rayons parallèles. Donc, toujours la croyance des propagations rectilignes de la lumière. Ces rayons qui se propagent suivant des lignes droites qui sont parallèles. Bon, à midi, ils permettent donc d'éclairer le fond des puits. Eh bien, ça veut dire que ce rayon qui éclaire le fond du puits, il est situé à la verticale de Syène. Eh bien, il passe par le centre de la Terre. Au nord, à Alexandrie, vous avez ici l'obélisque, c'est-à-dire soi-disant un piquet ou bien un monument, quelque chose comme ça, vertical. Donc, bien sûr, les rayons qui sont parallèles, ils vont former
un nombre sur la Terre, cet nombre permet de calculer l'angle d'inclinaison des rayons lumineux. C'est l'angle alpha. Eh bien, la verticale d'Alexandrie, c'est-à-dire l'obélisque, eh bien, elle passe également par le centre de la Terre. Et l'angle qui se trouve entre ces deux droites, eh bien, cet angle au sommet, il intercepte cette distance entre les deux villes, qui est D, et qui l'ont estimé à peu près à 800 km. Eh bien, cet angle qui est là, on peut l'utiliser pour calculer le rayon de la Terre. Alors, en écrivant tout simplement, vous vous rappelez qu'on a utilisé dans le mouvement de rotation l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. On sait que l'abscisse curviligne, ici c'est D, est égal à R fois l'abscisse curviligne. R c'est le rayon de la Terre. Bon, et par la suite, on peut mesurer donc le rayon de la Terre. C'est la distance D divisée par alpha. La distance D c'est 800 km à peu près. Alpha, elle a pu mesurer l'angle alpha, et elle a trouvé à peu près 7,2 degrés. Bon, il faut convertir en système international. Donc 7,2 degrés, vous devez multiplier par 2pi, et là-haut, vous multipliez par 360 pour justement convertir l'angle alpha en système international. Eh bien, le calcul a donné à peu près 6400 km, donc c'est à peu près la valeur qu'on vous donne dans les exercices actuellement. Eh bien, cette mesure qui a été faite, eh bien, elle était basée sur ce principe de propagation rectiligne de la lumière. C'est un exemple. On peut justement proposer d'autres exemples. Bon, deuxième exemple, je peux par exemple utiliser ce principe de propagation rectiligne de la lumière pour mesurer la hauteur d'un édifice, d'un bâtiment ou un arbre par exemple, ou la tour Eiffel. Bon, souvent les peintres, s'ils voulaient dessiner un édifice de hauteur inconnue, eh bien, ils placent un objet, une règle par exemple, ou un crayon, il le tient à la main, et ils cherchent la position pour laquelle on peut masquer exactement l'édifice, donc ici, là. Alors, si vous avez une règle de hauteur 20 cm, vous la placez à la distance D, par exemple 0,5 m, c'est-à-dire un demi-mètre de l'œil de l'observateur, et supposons que exactement en cette position, la règle masque exactement l'arbre de hauteur H inconnue. Bon, connaissant les distances qui séparent l'arbre à l'œil de l'observateur, D, par exemple 50 mètres, alors, eh bien, pour calculer la hauteur, eh bien, il suffit d'utiliser la règle, bon, par exemple, la règle des triangles semblables, ou, si vous voulez, la tangente. Tangente de l'angle alpha est égale côté opposé sur l'adjacent, c'est petit h sur petit d, et dans le grand triangle, c'est grand h sur grand d. Ce qui permet donc de calculer h, c'est petit h que multiplie d sur petit d. H, c'est la taille de la règle, c'est 20 cm, donc c'est 0,2. La distance qui sépare l'observateur, ça fait 50 mètres à peu près. Voilà, donc la distance D, c'est la distance au bout de laquelle on tient la règle, c'est à peu près 20 cm, quelque chose comme ça, ou je pense un demi-mètre. Eh bien, pour avoir un calcul simple, eh bien, le calcul, ça permet de donner donc 20 mètres comme hauteur de l'arbre. Eh bien, également, cette situation, elle a été résolue en considérant que la lumière se propage en ligne droite, donc on a pris les rayons extrémales, le rayon extrémal qui provient du sommet de l'arbre et celui qui provient du bas de l'arbre, et ça tombe sur l'œil de l'observateur. On peut envisager d'autres situations. Par exemple, là, une personne, un garçon qui veut voir ses baskets à travers un miroir, donc il se pose la question, à quelle hauteur je dois accrocher mon miroir pour que je puisse voir exactement le bout de mes baskets. Eh bien, la même chose ici, si on considère que la lumière se propage en ligne droite, eh bien, cette considération qui est utilisée souvent en optique géométrique, elle va permettre donc d'expliquer le phénomène de réflexion.
sur un miroir, alors on verra ça plus tard dans une leçon, la loi de Descartes, qu'est-ce qu'elle dit? Le rayon qui tombe sur le miroir, ça s'appelle le rayon incident, eh bien il se réfléchit sur le miroir, tel que si vous tracez la droite perpendiculaire au miroir, appelée donc la normale, I c'est le point d'incidence, le rayon incident et le rayon réfléchi, ils forment le même angle par rapport à la normale. C'est-à-dire que I est égal à R. Donc le triangle I avec sa base H, c'est un triangle isocèle. Eh bien, si l'œil de l'observateur est situé à une hauteur grande H, 1,5 m, eh bien, il fallait placer le miroir à la distance H qui est, soi-disant, la moitié, donc la moitié de cette hauteur. Eh bien, H est égal, plutôt petit H est égal grand H sur 2, c'est-à-dire 1,5 sur 2, c'est 0,75 mètres. Donc, vous voyez que, en se basant sur le principe de propagation rectiligne de lumière, donc on peut expliquer le phénomène de réflexion, et ce phénomène, donc, il a permis donc, de résoudre cette situation. On peut imaginer d'autres situations connues. C'est le phénomène de réfraction, ce qu'on va étudier aujourd'hui dans cette leçon. Le phénomène de réfraction, c'est quoi ce phénomène en fait? C'est un phénomène qui est lié au fait que un rayon lumineux, lorsqu'il change de milieu de propagation, eh bien, il subit une déviation, une brusque déviation. Alors, ce phénomène, on va l'étudier tout de suite, c'est lorsque la lumière chemine de l'eau et ça sort dans l'air, eh bien, elle va subir un phénomène de changement brusque de direction. Alors, cette expérience que vous voyez ici, si vous placez une pièce de monnaie dans un récipient qui contient une certaine quantité d'eau à une certaine hauteur, et que vous placez, l'œil de l'observateur il est là, eh bien, on ne peut pas voir la pièce de monnaie. Vous pouvez faire cette expérience chez vous. On ne peut pas distinguer, la pièce elle est invisible, on ne la voit pas, parce que le champ visuel il est là, donc la pièce sort du champ visuel. Alors on va remplir doucement le bassin de telle sorte que le niveau d'eau monte. Eh bien, on constate progressivement, à un certain moment, lorsque le niveau d'eau arrive à une certaine hauteur, H, la pièce commence à apparaître, progressivement jusqu'à apparaître complètement. Eh bien, comment expliquer ce principe? Comment expliquer cette situation? Bien, tout simplement, à ce niveau, les rayons de lumière émis par la pièce de monnaie, ils sont émis dans toutes les directions de l'espace, bien un rayon spécial qui tombe là, eh bien, en changeant brutalement la direction de propagation, il va tomber sur l'œil de l'observateur, donc comme si l'œil perçoit la pièce située à la profondeur apparente H', au lieu qu'il est réellement à une autre profondeur H. Donc il peut être à la profondeur réelle qui est maintenant 2 mètres, mais vu cette illusion optique basée sur ce phénomène de réfraction, on a l'impression que la pièce est située à une hauteur virtuelle qui n'est pas réelle, donc c'est H' plus petite que H. Et ce sentiment, tout le monde, je pense, a senti ceci lorsque vous nagez dans les piscines. Eh bien, toutes ces observations permettent donc de croire que la lumière se propage suivant des rayons lumineux. C'est le principe de propagation rectiligne de la lumière. Bon, alors, c'est vrai que cette façon de concevoir n'est pas tout à fait juste, surtout lorsqu'on veut expliquer d'autres phénomènes qui sont liés à la lumière. Par exemple, alors dans le cadre, par exemple, si on veut isoler un rayon lumineux, eh bien, il suffit de placer une plaque percée d'un trou très très petit et de laisser tomber un faisceau de lumière sur ce trou pour pouvoir isoler un rayon lumineux. Eh bien, cette opération elle a été réalisée par les physiciens dans le but d'isoler un rayon lumineux. On a pratiqué un trou infiniment petit sur une plaque. On a envoyé un faisceau de lumière monochromatique, rouge par exemple, dans le but d'isoler un rayon. Eh bien, on a constaté un phénomène bizarre. C'est que à la sortie, eh bien, le faisceau s'élargit davantage et sur un écran, on obtient une autre répartition de la lumière. On n'obtient pas une tache homogène éclairée, mais formation d'une tache centrale qui est éclairée,
qui est entouré alternativement de taches circulaires sombres, éclairées, etc. Ce phénomène s'appelle phénomène de diffraction. C'est un phénomène qui est étudié avec les ondes mécaniques. Et c'est un phénomène caractéristique des ondes. C'est-à-dire que du moment que la lumière s'est comportée de cette manière, eh bien, la lumière, elle a un caractère, non pas propagation rectiligne comme étant des rayons lumineux, mais il a un caractère ondulatoire en fait. Donc, c'est-à-dire c'est une onde. Et lorsqu'on dit que c'est une onde, eh bien, elle est caractérisée par les caractéristiques d'une onde. C'est-à-dire, elle a une longueur d'onde, elle a une période, elle a une fréquence, et elle a une vitesse de propagation. Et la relation qui lie ces quatre grandeurs, la longueur d'onde égale la vitesse fois la période, c'est égal à la vitesse sur la fréquence. Cette relation, on va l'utiliser l'an prochain, Inch'Allah, en classe de terminale. Donc, la lumière, en fait, c'est plus des rayons lumineux, mais c'est une onde. C'est ce qu'on appelle l'aspect ondulatoire de la lumière. Eh bien, cette expérience, elle a mis en question cette façon de voir la réalité de propagation rectiligne de la lumière. Alors, cette théorie, cette nouvelle théorie, elle a justement survécu jusqu'au moment où un autre physicien, Hertz, a réalisé une expérience qui était bizarre à son époque. Il a bombardé une plaque de zinc qui est posée sur un électroscope. Un électroscope, c'est un dispositif qui permet donc de détecter les charges électriques, c'est-à-dire il permet de mettre en évidence si un corps est chargé ou non. Lorsque la plaque de zinc était non exposée à la lumière, les deux feuilles étaient verticales, donc ils n'étaient pas chargés. Mais en bombardant cette plaque de zinc par un faisceau de lumière riche en UV, eh bien, ces rayons ont pu arracher des électrons. Ces électrons se sont cheminés jusqu'au bout des feuilles d'aluminium, et étant donné que ces feuilles sont devenues chargées électriquement, ils se repoussent, preuve qu'il y a émission, il y a arrachement d'électrons de la plaque de zinc sous l'effet de cette lumière. Ce phénomène, lorsqu'il a été découvert, eh bien, on lui a donné le nom de effet photoélectrique. Photo, c'est-à-dire la lumière, électrique, c'est-à-dire on peut créer un courant électrique, donc une énergie électrique. Donc on peut arracher des électrons à un métal si on le bombarde par une radiation appropriée. Bien, ce phénomène n'a pas trouvé d'explication dans le cadre de la théorie ondulatoire. C'est-à-dire que, quel que soit, bon, ils ont pu expliquer ceci, mais en considérant que la lumière, en plus qu'elle est une onde, eh bien, elle a un autre aspect. C'est une théorie élaborée par Planck-Einstein. Donc, ils ont donné un autre aspect à la lumière. La lumière se comporte comme étant des particules qui n'ont ni masse ni charge. Ces particules ont reçu le nom de photons ou des corpuscules, d'où la théorie corpusculaire. C'est-à-dire que la lumière, c'est vrai, c'est des rayons lumineux si on est dans le cadre de l'optique géométrique. Ça change, enfin, d'identité, si vous voulez, eh bien, on doit la considérer comme étant une onde dans un autre cadre de phénomènes de diffraction, d'interférence, etc. Mais pour d'autres situations, eh bien, on doit la considérer comme étant des photons. C'est ce qu'on appelle la théorie corpusculaire. Eh bien, les deux théories ondulatoires et corpusculaires doivent rester côte à côte. Lorsque l'une des deux théories est capable d'expliquer le phénomène, l'autre est incapable, et inversement. Ceci, on le verra l'an prochain, Inch'Allah. Bon, alors, revenons maintenant à la théorie de propagation rectiligne de la lumière. Et étudions de plus près ce phénomène. Pour l'étudier, il faut disposer d'un dispositif très simple. Bon, avant de commencer l'étude, on va rappeler ce que c'est ce phénomène. Bien, c'est un phénomène très simple. Si vous avez un récipient plein d'un liquide, de l'eau par exemple, vous envoyez un pinceau de lumière ou un rayon lumineux très fin par une source laser par exemple, laser rouge, eh bien, on constate que le rayon ne garde pas sa direction initiale. À la traversée de cette surface de séparation RO, ce qu'on appelle RO, c'est ce qu'on appelle un dioptre. Un dioptre, c'est quoi? C'est un ensemble de deux milieux transparents homogènes séparés par une surface de séparation.
ça constitue un dioptre. Donc lorsque le faisceau ou le pinceau de lumière ou le rayon de lumière, on est dans le cadre de l'optique géométrique, donc lorsque le rayon de lumière arrive au point d'incidence, alors il y a un certain nombre de vocabulaire associé à cette leçon, on le verra par la suite. I c'est le point d'incidence, la droite N' perpendiculaire à cette surface de séparation, ça s'appelle la normale, le rayon SI ça s'appelle le rayon incident, et l'angle d'incidence, l'angle que fait SI avec la normale, ça s'appelle l'angle d'incidence. L'angle qui est fait entre le rayon réfracté et la normale, c'est l'angle de réfraction. Eh bien, l'expérience montre que pour ce rayon incident, on obtient deux rayons. Un qui est réfléchi, en respectant les lois de Descartes, I1 égale R, mais une faible partie, et la majeure partie pénètre, elle traverse. En changeant de direction de propagation, il se réfracte, il se casse en quelque sorte, il se réfracte en s'approchant de la normale. Et lorsqu'on fait augmenter l'angle I1, I2 augmente aussi. Donc, on a voulu chercher le lien entre les deux angles I1 et I2, et aussi en prenant en considération également la nature des milieux qui permettent donc de construire ce dioptre. Alors, pour résoudre ce problème, il faut disposer d'un dispositif très simple d'ailleurs, c'est-à-dire on va utiliser le matériel normalement qui est utilisé dans les lycées. On va prendre un milieu transparent construit par une matière que vous connaissez, c'est le plexiglas. Donc on va prendre un demi-cylindre en plexiglas qu'on pose sur un cadran circulaire gradué de 0 jusqu'à 360 degrés, donc 0, 10, 20, etc. Et il y a une trace sur laquelle on place exactement le demi-cylindre. Et à l'aide de la source laser, on envoie le rayon lumineux suivant des directions qu'on peut noter. Et à chaque fois, on note la valeur de l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Eh bien, les valeurs qu'on obtient, l'angle I1, l'angle I2, une fois on réalise l'expérience, on collecte les valeurs. Bon, pour I1 égale à 0, ce qu'on appelle incidence normale, et on constate que I2 égale à 0. C'est-à-dire qu'un rayon normal n'est pas dévié. Bon, on continue donc, on prend un certain nombre de valeurs. On constate qu'à la fin, il n'y a aucune relation apparente entre les deux angles. On a pensé à calculer les sinus. Sinus I1 et sinus I2. Bon, c'est 0, 0 pour les deux premières valeurs. Et par la suite, on a tracé la variation de sinus I1 en fonction de sinus I2. Alors, les différents points qu'on a obtenus pour les différentes mesures, eh bien, on constate qu'ils sont situés sur une droite. Et lorsqu'on obtient une droite, automatiquement, il y a une formule. Eh bien, cette droite qui passe par l'origine, ça veut dire qu'il y a proportionnalité directe entre les deux grandeurs. C'est-à-dire que vous avez sinus I1 sur sinus I2 est une constante. Eh bien, cette constante, on l'a notée N2 par rapport à 1, qu'on appelle indice de réfraction du milieu 2 par rapport au milieu 1, qui est d'ailleurs égal N2 sur N1, tel que N2 et N1 s'appellent indice de réfraction de chacun des milieux. Et si vous faites produit des moyens égale produit des extrêmes, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, et donc, par la suite, on a obtenu une loi. C'est la loi de Descartes. Descartes-Snell. Alors, Snell, c'est un physicien. Descartes également, c'est un physicien français. Les deux physiciens ont abouti à la même loi séparément. Et c'est pourquoi on a gardé leur nom. Donc, c'est la loi de Descartes-Snell. Bon, alors, ça, c'est une loi. C'est la deuxième loi. Quelle était la première loi? La première loi, c'est une loi qualitative. Ça, c'est une loi quantitative, donc il y a des calculs. L'autre, elle est qualitative, elle a été montrée par le schéma. C'est-à-dire, si vous associez à votre récipient qui contenait de l'eau un support sur lequel on a accroché des fils à plomb, eh bien, la source laser orientée de telle sorte que le rayon passe par les fils, eh bien, bon, bien sûr, la lumière, on ne la voit pas lorsqu'elle se propage dans l'air. Quand est-ce qu'on la voit? Lorsqu'elle est
matérialisé par un milieu comme l'eau par exemple, on voit la trace. Donc une fois ça touche les fils, ça marque l'intersection, c'est-à-dire ça veut dire que ça passe par les fils. Les quatre fils sont situés dans un même plan. Alors le rayon réfracté, on le voit, l'eau, bien, il permet de matérialiser par diffusion, mais la partie réfléchie également, du moment que les fils sont dans le même plan, elle touche les fils. Et on a donc preuve que rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfracté, tous les trois se trouvent dans un même plan. Eh bien, ce plan est appelé plan d'incidence. Et ça constitue ce qu'on appelle la première loi de Descartes. Donc, loi de Descartes de la réfraction. Première loi, rayon incident, la normale, rayon réfléchi et rayon réfracté se trouvent dans un même plan appelé plan d'incidence. Deuxième loi, N1 sinus I1, tout ce qui se rapporte au milieu 1, est égal à N2 sinus I2, tout ce qui se rapporte au milieu 2. C'est la deuxième loi de Descartes. Bon, alors, cette loi, qui est très intéressante, elle permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes liés à la lumière. Parmi ces phénomènes, il y a le phénomène de l'arc-en-ciel. Lorsque la lumière traverse des gouttelettes d'eau pulvérisées dans l'espace pour une journée bruneuse, eh bien, tout le monde constate la formation de ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Bon, l'arc-en-ciel, on peut l'obtenir au laboratoire en utilisant ce qu'on appelle un prisme. Bon, un prisme, c'est quoi? C'est un milieu transparent en plexiglas, par exemple, qui a la forme un morceau de fromage, si vous voulez. Bien, on en voit, bon, le prisme, il possède deux faces, la face d'entrée, là, et la face de sortie. Il a une base, il a une arête, un angle et un milieu de propagation, un indice de propagation. On envoie un faisceau de lumière blanche sur la première face d'entrée. À l'incidence I, il y a un phénomène de réfraction, première réfraction. Ensuite, deuxième réfraction. À la sortie du prisme, eh bien, la lumière, elle se divise ou il se disperse en donnant plusieurs couleurs. Ces couleurs, eh bien, chaque couleur correspond à une radiation appropriée, donc il a une longueur d'onde appropriée. Eh bien, pourquoi ce phénomène? Eh bien, tout simplement, la vitesse de propagation d'une radiation donnée est liée à la longueur d'onde lambda. Par une règle très simple, bon, j'ai ici lambda dans le vide divisé par lambda dans un milieu donné, bien, c'est la définition de l'indice de réfraction. Un indice de réfraction, c'est quoi? Au fait, c'est le rapport longueur d'onde de la radiation dans le vide divisé par la longueur d'onde de la radiation dans le milieu considéré. Et c'est également le rapport des vitesses. La longueur d'onde d'une radiation varie suivant le milieu et sa vitesse également. La vitesse dans le vide, c'est la vitesse C, que vous connaissez, la plus grande vitesse, 3,708 mètres par seconde. Et la vitesse de propagation dans un milieu donné, on la note V. Elle est toujours plus petite que C, c'est-à-dire que toujours ce rapport est plus grand que 1. Donc un indice de réfraction, c'est une grandeur qui caractérise un milieu, il est tout le temps plus grand que 1, ça d'une part. D'autre part, c'est une grandeur sans unité parce que c'est mètre par seconde divisé par mètre par seconde. Bon, alors étant donné, chaque radiation elle a sa propre vitesse dans un milieu donné, eh bien, chaque radiation elle a un indice de réfraction pour un milieu, ou si vous voulez, un milieu donné, il change d'indice, si vous voulez, pour la radiation caractérisée. Eh bien, à la sortie, les radiations se dispersent, c'est le phénomène de dispersion. Eh bien, ce phénomène est expliqué dans le cadre de la propagation rectiligne de la lumière, du fait que la vitesse de propagation varie avec le milieu. Bon, on peut ici ajouter quelques relations concernant le prisme, parce qu'on va le rencontrer dans les exercices. Si je considère un prisme, voilà, un prisme d'angle A, eh bien, il a deux faces. Je vais représenter ici une coupe
perpendiculaire à l'arête du prisme. Donc, face d'entrée, face de sortie, l'indice de réfraction. Je considère un point d'incidence et je trace la droite normale à la face d'entrée. Point d'incidence. Je considère un rayon lumineux qui arrive sur cette face au point d'incidence I. Ce rayon lumineux S, il forme un angle I, angle d'incidence. Eh bien, il va subir une première réfraction. Il passe d'un milieu d'indice 1, c'est l'air, au milieu d'indice n plus grand que 1, donc il se réfracte en s'approchant de la normale. Il sort avec un angle R. Il tombe au point I' à la sortie, c'est un autre point d'incidence, voilà, I'. Si je trace la normale en ce point, la normale, elle est là, eh bien, l'intersection avec l'autre normale détermine un angle. Cet angle, on verra par la suite qu'il vaut A. Alors, ici, le rayon avec lequel, le rayon qui tombe sur ce point I', il va tomber avec un angle R', c'est l'angle d'incidence. Eh bien, cette fois-ci, il va sortir du milieu N à un milieu d'indice plus petit, donc il va s'éloigner de la normale. Et on obtient l'angle de sortie I'. Si on prolonge le rayon d'entrée, la direction du rayon d'entrée, et la direction du rayon de sortie, eh bien, on peut définir ce qu'on appelle l'angle de déviation. Alors, quelles sont les règles qu'on utilise pour traiter les exercices du prisme? L'angle extérieur, cet angle qui est là, c'est l'angle extérieur au triangle. Bien, en géométrie, on sait qu'un angle extérieur à un triangle est égal à la somme des angles intérieurs qui ne lui sont pas adjacents. Donc A, c'est égal à R plus R'. D'autre part, j'ai deux lois de Descartes. Loi de Descartes, loi de Descartes. Alors, en I, 1, c'est l'air, 1 sinus, l'angle d'entrée, c'est I, est égal à N sinus R. N sinus R. En I', point de sortie, eh bien, vous êtes ici, milieu N, donc N sinus R', sinus R' est égal à 1, à l'extérieur c'est 1, sinus I'. Donc, deux lois de Descartes, plus la règle qui lie l'angle du prisme avec les deux angles, et enfin l'angle de déviation D. C'est l'angle qui se trouve entre cette direction et celle-là. Eh bien, c'est celui-là, c'est-à-dire est égal à cet angle, je l'appelle alpha', plus alpha, angle extérieur, un triangle. Bon, alpha c'est quoi? C'est I moins R, angle opposé par le sommet. Donc I moins R, plus alpha', c'est I' moins R'. I' moins R'. C'est égal à I plus I' moins R plus R', moins R plus R'. C'est-à-dire que D est égal à I plus I' moins l'angle du prisme. Bien, ces quatre relations, ce sont les quatre relations qu'on utilise pour traiter l'exercice du prisme. Bien, l'ordre d'utilisation, la première c'est celle-là, parce qu'on vous donne par exemple I et N, vous calculez R. On vous donne A, donc vous placez R, vous calculez R', donc ça c'est 2. Une fois calculé R', vous revenez là, R' calculé, donc N vous connaissez, vous calculez I', c'est 3. Et enfin, vous allez trouver I', vous calculez D, c'est 4. Oui. Alors, ça, d'une part. D'autre part, revenons au phénomène de réfraction pour signaler une propriété très intéressante. Eh bien, cette propriété, c'est quoi? Alors, je vais laisser le schéma, là. Dans le cas du passage de la lumière, de l'air dans l'eau. Alors, l'air, c'est le milieu N1. N1, c'est égal à 1. L'eau, c'est le milieu N2. N2, l'eau, c'est 1,33, à peu près 4 tiers. Pour un rayon lumineux qui tombe sur donc cette surface de séparation,
voilà, SI, elle forme un angle I1. Elle s'approche de la normale. S'approche de la normale, donc l'angle I2. Alors, Descartes, N1 c'est 1, 1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. On peut calculer I2. Alors, lorsque I1 augmente, I2 augmente aussi, mais moins vite. Mais I1 peut atteindre à la limite l'angle 90. Là, dans ce cas, le rayon réfracté ne peut pas, il va atteindre une valeur maximale, IL, qui ne peut pas dépasser. Alors, ce phénomène, ça s'appelle phénomène de réfraction limite. Quelle est la valeur de IL, l'angle de réfraction limite? Bien, elle dépend des milieux. Mais dans notre cas ici, comment le calculer? C'est très simple. Il suffit de poser I1 égale 90. Sinus 90, c'est 1. Donc, vous aurez sinus, l'angle limite, c'est quoi? C'est 1 fois 1 divisé par N2. Dans notre cas ici, c'est 1 sur N2 qui est 1,33. 1,33 c'est 4 tiers, donc c'est 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75. Sinus moins 1 de 0,75, c'est l'angle limite. On trouve à peu près quelque chose, 48,8 à peu près. Faites le calcul. Bon, alors maintenant, imaginez le contraire, d'après le principe du retour inverse de la lumière, c'est-à-dire que la lumière, elle emprunte toujours le même chemin si vous inversez le sens de propagation, c'est-à-dire si la source est située dans l'eau, eh bien, vous inversez le sens, cet angle va jouer le rôle d'incidence, et là, ça va jouer le rôle de réfraction. Donc, maintenant, étant donné qu'on est dans l'eau, on peut augmenter l'angle d'incidence. Eh bien, lorsque vous augmentez l'angle d'incidence, eh bien, ce rayon ne pourra pas sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Va subir un phénomène de réflexion. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Il va sortir avec un angle qui est égal à l'angle d'entrée, d'après la loi de Descartes, de réflexion. Bien, il faut justement faire attention dans les exercices à ces deux phénomènes. Phénomène de réfraction limite et phénomène de réflexion totale. Voilà, c'est tout pour cette partie. Merci de votre attention et à la prochaine.